La reproduction sexuée occupe une place importante dans les programmes scolaires du cycle 1 au cycle 3. Ce sujet scientifique apparaît dans les programmes sous la forme, au départ, de manifestations de la vie, à travers des élevages, à travers des observations de la croissance des végétaux. Et puis plus tard, au cours du cycle 2, cycle 3, la fonction de reproduction, les caractéristiques et les fonctions des différentes parties du corps, en lien toujours avec l'hygiène et la santé, l'éducation à la sexualité apparaissent. Très tôt, la notion de cycle va intervenir, cycle de vie, ainsi que la notion de biodiversité qui permettra de mettre en évidence à la fois ce qui fait l'unité, mais aussi la diversité du vivant. Nous verrons donc dans ce cours ce qu'est un cycle de développement chez un animal, et puis nous rentrerons dans le fonctionnement plus précis des organes reproducteurs, donc fonctionnement et anatomie des organes, fabrication des gamètes, la physiologie sexuelle, c'est-à-dire la capacité de chaque organisme à se reproduire, et puis la fertilisation, c'est-à-dire la rencontre des gamètes pour donner un œuf fécondé, le développement de l'embryon, et puis la naissance et l'allaitement. Quelques définitions tout d'abord. Se reproduire, selon le dictionnaire, c'est donner naissance à des individus de son espèce. La reproduction est donc la fonction par laquelle les êtres vivants vont perpétuer leur espèce. On distingue la reproduction sexuée, dans laquelle il existe des individus de sexes différents qui vont chacun former des gamètes qui, en s'unissant, vont former une cellule œuf. Cette reproduction sexuée va permettre la formation d'individus semblables mais non identiques à leurs parents. La reproduction asexuée se fait, elle, par clonage et entraîne la formation d'individus strictement identiques aux parents. Alors, tous les individus ne sont pas capables de reproduction asexuée. Cette reproduction asexuée se produit principalement chez les organismes unicellulaires, chez les bactéries évidemment, mais chez les eucaryotes, on trouve aussi une reproduction asexuée par scission transversale, par exemple chez la paramécie, par bourgeonnement chez la levure. Ces divisions se font donc par mitose, c'est-à-dire par division cellulaire à l'identique de la cellule mère. Chez les pluricellulaires, certains animaux sont capables aussi de reproduction asexuée. C'est le cas de la planaire, par exemple, qui est un ver plat. Lorsque l'on coupe un planaire en deux, eh bien, la partie antérieure, la tête, peut régénérer une queue, et la queue peut régénérer une tête, ce qui permet la formation de deux individus. La planaire est elle-même capable, en accrochant ses deux extrémités à un support, de se séparer en deux et de reformer deux individus de taille plus petite, mais comportant une tête et une queue. L'hydre de mer est également capable de reproduction asexuée par bourgeonnement. À partir du corps de l'organisme parent, on voit la croissance d'un hydre miniature avec un corps puis une tête. Lorsque cet hydre est de taille suffisante, il va se détacher du parent et mener une existence propre. Les cellules de cet individu sont en tout point identiques aux cellules du parent. Les organismes plus complexes sont capables, eux, de se reproduire par reproduction sexuée. La reproduction sexuée va permettre la formation d'individus semblables mais non identiques aux parents, mais ces individus appartiennent tous à la même espèce, c'est-à-dire ont la capacité de se reproduire entre eux et de donner des descendants fertiles. La reproduction sexuée regroupe des phénomènes à la fois génétiques, qui impliquent les chromosomes, des phénomènes cellulaires qui impliquent les cellules qui sont impliquées dans la reproduction, et des phénomènes physiologiques, c'est-à-dire des transformations de la totalité du corps des individus. Donc cette reproduction sexuée implique d'abord un mâle qui va être diploïde, donc chez l'humain par exemple, il possédera 2 paires de chaque chromosome, c'est-à-dire des 23 chromosomes existants dans chaque cellule. Ce mâle diploïde pourra se reproduire avec une femelle diploïde qui possède elle aussi la même quantité de matériel génétique. À l'intérieur de ces individus, on va donc trouver des organes qui sont spécialisés dans la production des cellules reproductrices. Chez l'homme, il s'agit des testicules, chez la femme, des ovaires. Chacune de ces gonades va donc produire les gamètes, c'est-à-dire les cellules qui vont être capables d'entrer en contact
pour faire la reproduction. Et donc, il s'agit chez l'homme de spermatozoïdes et chez la femme de l'ovocyte ou de l'ovule. Ces gamètes possèdent 23 chromosomes. On dit qu'ils sont haploïdes, c'est-à-dire qu'ils ont perdu un exemplaire de chaque chromosome. Ils vont donc se rencontrer au cours d'un événement appelé la fécondation, et leur rencontre donnera un œuf fécondé qui lui possédera à son tour 2 fois 23 chromosomes, c'est-à-dire qu'il sera diploïde. Cet individu, lorsqu'il va grandir, va pouvoir devenir un adulte mature sexuellement qui est capable de se reproduire à son tour. Vous voyez sur cette diapositive ce qu'on appelle le karyotype d'une cellule, c'est-à-dire le contenu en chromosomes de chaque cellule, qui a été ici coloré de façon artificielle. On voit en fait que chez l'humain, il y a en effet 23 chromosomes différents, chacun étant présent sous forme de paires, les chromosomes sexuels étant soit les deux mêmes chez la femme, les chromosomes appelés X et X. Chez l'homme, on trouvera 2 chromosomes sexuels différents, un X de grande taille et un Y de plus petite taille. Dans les cellules sexuelles, dans les gamètes, on trouvera donc la moitié de ce matériel génétique. Nous allons donc étudier maintenant ce qu'on appelle un cycle de développement, c'est-à-dire le cycle de la reproduction au cours de la vie. Alors, si l'on part de la naissance, eh bien, l'individu va se développer, c'est ce qu'on appelle son développement juvénile. Il va devenir adulte, et une fois adulte, eh bien, en fonction de son sexe, s'il est une femelle, il donnera des gamètes haploïdes, des ovules pour la femelle, ou des spermatozoïdes haploïdes chez le mâle. L'événement cellulaire qui donne naissance à partir d'un individu qui, lui, est diploïde à des gamètes haploïdes est appelé la méiose. Ces individus vont s'accoupler, l'ovule et le spermatozoïde vont se rencontrer par fécondation. Cette fécondation va donner naissance à une cellule œuf qui sera, elle, diploïde, donc posséder une paire de chaque chromosome. Et le développement va se faire, donc on parle de développement embryonnaire, du stade de la cellule œuf jusqu'à la naissance. Et le cycle continue ainsi. Les événements de multiplication des cellules diploïdes sont appelés mitoses. Le développement est donc la période qui permet de passer d'une cellule œuf à un embryon. C'est ce qu'on appelle le développement embryonnaire, puis il y a la naissance, et il y a ensuite le développement juvénile, c'est-à-dire la transformation du jeune en adulte capable de se reproduire. Adulte qui subira la sénescence, puis mourra. Le développement direct, c'est lorsque le jeune ressemble à l'adulte et donc à la même morphologie, et donc on va avoir simplement des phénomènes de croissance. Lorsque on aura un développement indirect, c'est que le jeune a une morphologie différente de l'adulte. Parfois, cette morphologie peut être extrêmement différente, et pour passer d'un stade à l'autre, pour finir à l'âge adulte, on assistera à des phénomènes de métamorphose, c'est-à-dire de changements morphologiques très importants. Le développement est donc indirect chez la grenouille ou chez le papillon. Mais dans ces deux cas, la métamorphose à laquelle on va assister est différente. Dans le cas de la grenouille, la métamorphose est dite progressive. En effet, on va voir apparaître successivement du tétard à la grenouille les organes, c'est-à-dire que le tétard au début n'a pas de pattes, puis on va voir des pattes arrière apparaître, puis les pattes avant, puis la queue va régresser pour obtenir une grenouille adulte. Il n'y a pas de transformation brutale. A l'inverse, chez le papillon, on a une métamorphose qui est dite complète, car on voit apparaître différents stades morphologiques très différents, et on passe de l'un à l'autre en une étape qui est relativement brutale et rapide. Le premier stade chez le papillon est un stade larvaire qui est la chenille, et puis on assiste à des stades chrysalides qui est la nymphe, et puis le papillon qui est l'adulte. Pour passer de l'un à l'autre, les transformations sont brutales et rapides. Donc le développement, c'est la capacité de passer du jeune à l'adulte en impliquant des changements morphologiques. En ce qui concerne la taille des individus,
On peut assister aussi à des évolutions progressives ou brutales, mais là on s'intéresse à la croissance des individus puisqu'il s'agit de leur taille qui est ici en jeu. Donc chez la plupart des animaux, la croissance est continue, c'est-à-dire que lorsqu'on mesure la taille au cours de l'âge, on obtient une droite. Mais chez certains individus, la croissance se fait par paliers. Ce sont les individus qui sont en général coincés, engoncés dans une enveloppe externe rigide, une carapace ou un exosquelette. Donc ça va être le cas des arthropodes, le crabe, la crevette, etc. Ou un certain nombre d'insectes, vous voyez ici le grillon. Et donc les individus vont grossir à l'intérieur de cette carapace jusqu'à ce qu'elle soit devenue trop petite, et à ce moment-là va se produire le phénomène de mue, c'est-à-dire que la carapace va tomber et une nouvelle carapace va se construire, et donc on a maintenant une croissance par palier lorsqu'on mesure la taille au cours du temps. Alors nous avons évoqué le déterminisme génétique du sexe en expliquant l'exemple des humains chez lesquels les femelles portaient 2 chromosomes X, tandis que les mâles portaient un chromosome X et un chromosome Y. Donc cette différence va se retrouver chez tous les mammifères et chez la drosophile également. Cependant, ce n'est pas toujours le mâle qui possède 2 chromosomes différents. Parfois, c'est l'exemple du criquet, le mâle possédera un seul chromosome X, tandis que la femelle possédera 2 chromosomes X. Donc là, il n'y a pas 2 chromosomes différents chez le mâle, mais un seul chromosome et absence d'un deuxième chromosome. Chez les oiseaux, c'est le mâle qui possède 2 fois le même chromosome, dans ce cas on appelle ce chromosome le chromosome Z, et la femelle qui possède 2 chromosomes différents, les chromosomes Z et W. Le déterminisme génétique du sexe présente quelques cas particuliers assez amusants. Certains insectes sont capables de faire ce qu'on appelle de la parthénogénèse. On trouve ça chez les insectes, donc les abeilles, les fourmis, mais aussi certains reptiles comme les lézards sont capables de faire cela. La parthénogénèse, c'est lorsque un gamète haploïde peut se développer et donner un individu qui lui-même va être haploïde. C'est-à-dire que là où, chez les mammifères, le gamète haploïde, s'il ne rencontre pas l'ovocyte, eh bien, va dégénérer, ou s'il ne rencontre pas l'autre gamète, va dégénérer, eh bien, chez l'abeille, par exemple, le gamète, lorsqu'il est fécondé, donc l'ovocyte rencontre un spermatozoïde, ça va donner un individu diploïde, cet individu sera une femelle. Mais l'ovocyte, s'il n'a pas été fécondé, va lui-même donner un individu qui sera un mâle. Donc on va avoir dans la colonie d'abeilles, c'est la même chose chez les fourmis ou chez les lézards, en fait, les mâles seront tous les individus qui ne seront pas issus de la reproduction sexuée, mais des gamètes de la reine qui n'auront pas été fécondés. Et dès qu'il y a fécondation, l'individu qui va naître de cela va être diploïde et sera une femelle. Cela permet en fait d'augmenter la taille de la colonie indépendamment des processus de fécondation. Chez certaines espèces, on observe aussi de l'hermaphrodisme. L'hermaphrodisme, c'est lorsque l'individu possède les 2 sexes, donc la capacité de fabriquer et des spermatozoïdes et des ovocytes. Cela peut se produire chez l'escargot simultanément, c'est-à-dire que l'escargot va décider en fait du gamète qui va être proposé à l'autre partenaire en fonction de ce que lui donne le partenaire comme gamète. Certains poissons, comme les girelles par exemple, possèdent les 2 sexes successivement au cours de leur vie. Ils commencent par être mâles, puis lorsqu'ils ont une taille suffisante pour pouvoir produire des ovocytes, deviennent des femelles. Chez les mammifères, le déterminisme du sexe est donc lié au fait de posséder 2 chromosomes X chez la femelle ou un chromosome X et un chromosome Y chez le mâle. Le chromosome Y possède un gène qui s'appelle SRY. Ce gène va entraîner la dégénérescence des voies femelles et le développement des voies mâles à partir d'un stade qui est commun et qui est indifférencié. C'est-à-dire que lorsque le chromosome Y sera là, les voies femelles vont dégénérer, les voies mâles vont proliférer, et donc l'individu sera doté de testicules et de toutes les voies génitales mâles associées. En absence de chromosome Y, le facteur SRY n'est pas produit, et donc ce sont les voies mâles qui vont dégénérer et les voies femelles qui vont se développer. Nous allons étudier maintenant l'anatomie des organes génitaux chez le mâle et chez la femelle, et nous nous intéresserons aussi bien aux gonades, c'est-à-dire aux organes qui produisent les gamètes,
qu'aux voies génitales qui vont permettre de véhiculer les gamètes jusqu'aux gamètes de sexe opposé. Chez l'homme, les gonades sont appelées testicules. Si l'on regarde une coupe de testicules, on s'aperçoit qu'elles sont composées de tout un tas de réseaux de petits canaux. Ces canaux, en fait, lorsqu'on les regarde de plus près, c'est ce que vous voyez dans la partie haute de la diapositive, en fait, sont chacun capables de conduire à la production des spermatozoïdes. Donc ces canaux sont appelés des tubes séminifères et on voit que près de leurs parois, en fait, figurent des cellules sexuelles qui sont diploïdes et qui sont immatures. Et au fur et à mesure de leur descente vers le centre du canal, ces cellules en fait vont subir le processus de méiose, vont maturer, et à la fin, vous voyez que un spermatocyte primaire va donner 4 spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, lorsqu'ils arrivent dans le centre du canal, vont être libérés, vont se détacher et vont ensuite évoluer dans les canaux jusqu'à la sortie. C'est au cours de leur trajet dans les canaux qu'ils vont maturer et acquérir notamment leur mobilité. Donc, les spermatozoïdes produits dans les tubes séminifères, dans le testicule, vont ensuite donc rejoindre le réseau de canaux jusqu'à la partie extérieure du testicule, dans laquelle convergent tous les canaux et qui s'appelle l'épididyme. L'épididyme va lui descendre, faire une boucle dans le scrotum et remonter. Il va fusionner, tous les canaux vont fusionner en un seul canal qui s'appelle le canal de Wolff, appelé aussi canal déférent. Ce canal de Wolff, il y en a donc un de chaque côté, puisque un pour chaque testicule, il va remonter dans l'abdomen, faire le tour de la vessie, et donc les 2 canaux déférents vont converger derrière la vessie. Après avoir traversé la prostate, ils vont converger dans un seul canal, appelé l'urètre. Au cours de leur trajet dans ces canaux, les spermatozoïdes peuvent être stockés, donc stockés derrière la vessie dans l'ampoule déférentielle, et lorsqu'ils sont stockés, ils vont recevoir des sécrétions de différentes glandes, donc des vésicules séminales que vous voyez derrière la vessie, ou de la prostate qui se trouve aussi à l'endroit où les 2 canaux déférents fusionnent pour former l'urètre. Les glandes de Cooper sont aussi impliquées dans des sécrétions. Les sécrétions, en fait, vont produire le liquide dans lequel baignent les spermatozoïdes, qui contient notamment du fructose, c'est-à-dire une source d'énergie, et des prostaglandines, qui sont des hormones qui vont entraîner des contractions des voies génitales chez la femme pour aider à la progression des spermatozoïdes. Donc le mélange du liquide séminal et des spermatozoïdes s'appelle le sperme, et donc c'est le mélange de du liquide séminal avec les spermatozoïdes qui rend les spermatozoïdes fonctionnels et mobiles. Les spermatozoïdes sont fabriqués dans les testicules qui se retrouvent à l'extérieur du corps. Cette position extracorporelle est importante car cela permet de faire baisser la température de cet organe. En effet, la spermatogénèse, c'est-à-dire la fabrication des spermatozoïdes, ne peut pas se faire à 37 degrés. Les personnes qui ont des testicules qui ne sont pas descendus et qui sont restés dans l'abdomen ne peuvent pas fabriquer de spermatozoïdes. Nous voyons aussi sur cette diapositive que l'homme est doté d'un organe érectile, c'est-à-dire du pénis qui va servir à introduire les spermatozoïdes dans les voies génitales femelles. Cet organe érectile est doté de structures appelées corps caverneux et corps spongieux qui vont se gorger de sang et provoquer l'érection. Donc cette diapositive représente en coupe transversale les voies génitales de la femme. Les voies génitales de la femme, en fait, se situent derrière les voies urinaires, derrière la vessie, et devant les voies digestives, c'est-à-dire devant le rectum. Il s'agit de l'utérus, qui est fermé par un col, qui va permettre de recevoir l'embryon, dans lequel l'embryon va se développer, et puis du vagin, qui, lui, est une structure relativement élastique et permettant de recevoir l'organe érectile de l'homme, c'est-à-dire le pénis. La femme possède aussi des organes génitaux externes, comme le clitoris, les petites et les grandes lèvres, qui sont là pour stimuler le plaisir, donc le désir d'accouplement,
et pour protéger les voies génitales. Donc c'est le rôle des petites et grandes lèvres. Vous voyez également sur cette coupe un ovaire qui est relié à l'utérus et la trompe qui va permettre justement de relier l'ovaire à l'utérus et qui permettra de déverser dans l'utérus l'embryon une fois que la fécondation aura eu lieu. Cette vue de face vous permet également de voir les ovaires qui sont reliés par des ligaments à l'utérus afin de ne pas se déplacer dans la cavité abdominale. Ces ovaires vont donc libérer dans les trompes les gamètes, les ovocytes. La fécondation se fera dans la trompe et l'œuf fécondé va descendre ensuite dans l'utérus pour venir s'implanter. L'utérus est constitué de plusieurs couches de tissu. La couche externe appelée l'endomètre est la couche dans laquelle va venir s'implanter le fœtus, l'embryon, et il va pouvoir créer des liens sanguins notamment avec la mère et se développer. L'omiomètre, lui, est la couche musculaire de l'utérus qui joue un rôle essentiel au moment des règles, donc appelée aussi menstruation, et au moment de l'accouchement. Nous voyons que pour protéger le développement de l'embryon, l'utérus est fermé par un col qui est relativement étroit et l'utérus en fait arrive après le vagin qui lui est capable de recevoir l'organe érectile. Chez les femelles d'autres espèces, on peut noter quelques différences. Chez la poule par exemple, la partie droite des trompes et l'ovaire droit a régressé totalement parce que l'ovaire gauche est très développé et qu'il produit des ovocytes, des ovules qui sont de grande taille. Donc en fait, tout le jaune de l'œuf, c'est l'ovocyte. Et donc comme c'est de grande taille, on ne peut pas en avoir des deux côtés. Donc il n'y a que le côté gauche qui est développé. À chaque cycle, l'ovaire libère un jaune qui va partir dans les trompes. Et c'est là qu'il sera ou pas fécondé par les spermatozoïdes du coq. Qu'il soit ou pas fécondé, le jaune va descendre dans la trompe et c'est au cours de cette descente qu'il va s'entourer d'une part du blanc, l'albumène, puis des membranes coquillaires, puis de la coquille. Donc la fécondation doit avoir lieu avant cela. Si l'œuf a été fécondé, il pourra être couvé et donner lieu à un poussin. Dans le cas contraire, il ne donnera pas naissance à un poussin. Mais en tout cas, la fécondation doit se faire juste au tout début du trajet du jaune dans la trompe avant que celui-ci soit entouré de blanc puis de membrane et de coquille. Chez le crapaud, on a aussi un ovaire qui va produire de très grandes quantités d'ovocytes à chaque cycle. Ces très grandes quantités d'ovocytes vont être captées par la trompe, qu'on appelle au niveau d'une structure qu'on appelle l'ostium, et vont descendre dans la trompe. Au cours de cette descente, elles vont s'entourer d'une gangue qui permettra de les protéger lorsqu'ils seront libérés dans le milieu externe, dans le milieu aquatique. En attendant, ils sont stockés dans l'utérus. Nous allons nous intéresser maintenant à la gamétogénèse, c'est-à-dire la fabrication des gamètes, spermatozoïdes et ovocytes. Nous nous intéresserons d'abord à la méiose, c'est-à-dire à la succession d'événements chromosomiques qui vont aboutir à la formation de deux cellules filles haploïdes à partir d'une cellule mère diploïde. Et puis nous nous intéresserons aux événements cellulaires qui permettent la formation de gamètes fonctionnels, c'est-à-dire de spermatozoïdes et d'ovocytes d'un point de vue cellulaire. La méiose est donc un processus cellulaire génétique qui permet à partir d'une cellule mère à 2 fois 23 chromosomes chez l'humain d'obtenir 4 cellules, 4 gamètes avec chacun 1 fois 23 chromosomes, mais chaque gamète ayant un contenu en chromosomes différent. Pour compléter cette explication, vous pourrez regarder la vidéo dont le lien figure en bas à gauche de la diapo et qui est beaucoup plus explicite. Donc nous partons en haut de la diapo d'une cellule qui est une cellule mère qui possède 2 fois 23 chromosomes à une chromatide, c'est-à-dire à un bras. Ces chromosomes vont être répliqués, c'est-à-dire recopiés. Nous obtenons donc une cellule à 2 fois 23 chromosomes ayant chacun 2 bras. Chaque chromosome est représenté d'une couleur différente afin que vous puissiez mieux suivre son devenir dans la diapositive.
La première division de méiose est dite réductionnelle, c'est-à-dire que c'est le nombre total de chromosomes qui va être divisé par 2. Au cours des différents événements, les chromosomes vont donc être séparés et répartis dans 2 cellules filles. La cellule fille possédera donc, chaque cellule fille possédera donc une fois 23 chromosomes, chaque chromosome ayant toujours 2 bras. Donc cette première division de méiose est une séparation des chromosomes homologues, c'est-à-dire chaque paire va être au début regroupée, associée, puis mis sur le plan médian de la cellule, puis chaque chromosome de chaque paire va être envoyé d'un bout à l'autre de la cellule. Nous obtenons donc, à la fin de la première division, des cellules à une fois 23 chromosomes et 2 chromatides. Ces chromosomes vont ensuite être séparés, donc alignés sur le plan médian de la cellule, puis séparés, cassés en 2, et donc chaque chromatide, chaque bras, migrera vers un pôle de la cellule. Donc nous obtiendrons à la fin de cette deuxième division dite équationnelle 4 cellules avec 4 compositions différentes en fonction des chromosomes qui ont été adressés dans les cellules filles. Au cours de la première division de méiose, nous pouvons noter aussi que les bras des chromosomes homologues peuvent échanger des parties, ce qui permet d'augmenter le brassage et de vraiment obtenir des cellules filles toutes différentes les unes des autres, ce qui permet d'augmenter la diversité. La spermatogénèse chez l'homme se déroule donc dans le testicule à partir de la puberté, de façon continue jusqu'à la mort. Cette spermatogénèse se déroule dans les tubes séminifères qui se trouvent dans le testicule, de la périphérie du tube vers la lumière, vers le centre du tube où le spermatozoïde sera libéré. Les cellules qui se trouvent à la périphérie du tube sont donc les cellules précurseurs. Elles possèdent 23 paires de chromosomes. Le spermatocyte primaire est donc la première cellule qui va s'engager dans la méiose après avoir répliqué son matériel, donc après avoir obtenu 2 chromatides pour chaque chromosome. Lors de la première division de méiose, nous obtenons donc des spermatocytes secondaires, c'est-à-dire qui ont chacun un seul chromosome de chaque paire, avec pour chaque chromosome 2 chromatides. Ces spermatocytes secondaires s'engagent dans la deuxième division de méiose pour devenir des spermatides qui possèdent donc chacun 23 chromosomes ayant chacun une chromatide. Mais ces spermatides, s'ils sont matures d'un point de vue chromosomique, ne sont pas matures d'un point de vue cellulaire. Ils sont ronds, ils n'ont pas une forme de spermatozoïde. Ils vont ensuite être maturés pour obtenir la forme d'un spermatozoïde mature avec une tête et un flagelle qui permettra la mobilité dans les voies génitales femelles. Chez la femme, l'ovogénèse est discontinue. Elle se fait de la puberté jusqu'à la ménopause et se fait de façon cyclique. Lorsqu'on regarde un ovaire, on s'aperçoit qu'il existe des cellules immatures qui n'ont pas démarré leur méiose et qu'on appelle les follicules primordiaux, qui sont de petite taille et que vous voyez à la périphérie de l'ovaire, majoritairement sur la partie gauche de la diapositive. Et puis, à partir de la puberté, ces follicules grossissent, s'entourent de cellules, d'une couche de cellules granuleuses et deviennent de plus en plus importants. À chaque cycle, un ovocyte va terminer sa méiose et être libéré, être expulsé dans la trompe. C'est ce que vous voyez en bas à droite de la diapositive. Le reste de cellules folliculaires qui entouraient l'ovocyte et qui s'étaient développées au cours du cycle se dégradent pour se transformer en corps jaune, que vous voyez en bas à gauche de la diapositive. Chez la femme, l'ovogénèse se décompose en 2 phases, la gamétogénèse qui démarre avant la naissance et la folliculogénèse qui se poursuit à partir de la puberté. Lors de la gamétogénèse, les précurseurs d'ovocytes vont se multiplier et puis des follicules primordiaux vont s'engager dans la première division de méiose puis vont être bloqués. Ils poursuivront cette division à partir de la puberté de façon cyclique à chaque cycle, donc chaque cycle durant 28 jours. Mais la méiose ne se termine pas et l'ovocyte reste bloqué en deuxième division de méiose, donc ce sera un ovocyte de bloqué qui va être libéré de l'ovaire dans la trompe. Il ne terminera
définitivement sa méiose pour devenir ovule que s'il est fécondé par un spermatozoïde. Nous allons nous intéresser maintenant à la physiologie sexuelle chez l'homme et chez la femme pour comprendre comment tout cela se met en place au cours du cycle, au cours de la vie, afin de permettre d'acquérir la fonction reproductrice. Donc, tout d'abord, il faut savoir que la physiologie sexuelle va reposer sur l'action des hormones. Chez l'homme, chez le mâle, ce sont la testostérone et la dihydrotestostérone qui se trouvent ici entourées en bleu, qui sont produites et qui vont permettre l'acquisition de la fonction reproductrice mâle. Chez la femme, c'est la progestérone et les œstrogènes, dont un exemple est l'œstradiol, qui permettent d'acquérir les fonctions reproductrices femelles. Comme vous le voyez ici, ces hormones sont des hormones dérivées du cholestérol et qui peuvent se transformer les unes à partir des autres grâce à la présence d'enzymes spécifiques qui se trouvent présentes chez l'homme ou chez la femme. La production de testostérone se fait de façon irrégulière au cours de la vie de l'homme. Elle est produite par les cellules de Leydig, ce sont des petits groupements de cellules qui se trouvent dans les testicules et va être libérée dans le sang. Avant la naissance, il y a 2 pics de testostérone qui vont principalement servir à la différenciation des voies génitales mâles, donc à la mise en place des testicules et des voies génitales mâles. Et puis, cette hormone n'est plus produite de la naissance jusqu'au début de la puberté, où son taux sanguin va s'accroître jusqu'à atteindre un maximum à l'âge adulte. Ce taux ne disparaît jamais complètement, il peut éventuellement diminuer en fin de vie, c'est une période qu'on appelle l'andropause chez l'homme, mais l'andropause ne déclenche pas la perte de la fertilité, l'homme reste fertile jusqu'à la mort. Comme nous l'avons vu précédemment, la testostérone va jouer des rôles différents tout au long de la vie. Au cours de la vie embryonnaire, elle va jouer un rôle dans la différenciation, c'est-à-dire la mise en place des voies génitales mâles et la descente des testicules dans les bourses. À la puberté, pubescere voulant dire en latin se couvrir de poils, la testostérone va jouer un rôle dans le développement des caractères sexuels primaires. On appelle caractères sexuels primaires tous les caractères qui sont liés directement à la fonction de reproduction, c'est-à-dire développement de la taille et du volume des testicules, de la taille du pénis, des vésicules séminales et de la prostate. Mais la testostérone va jouer un rôle également dans le développement des caractères sexuels secondaires. Ces caractères sexuels secondaires n'interviennent pas directement dans la fonction de reproduction, mais permettent de montrer au partenaire potentiel que l'individu est sexuellement mature. Chez l'homme, on a donc une modification du larynx qui provoque une modification de la voix, une modification de la pilosité et du sébum. La testostérone a également une action anabolisante, c'est-à-dire une action qui permet le développement de certains tissus. Chez l'homme, il s'agira du muscle, des os, de la graisse et une multiplication des globules rouges. La testostérone va également agir sur le cerveau, où elle aura une action sur la libido et sur l'agressivité qui sont nécessaires pour favoriser le comportement sexuel. Pendant la vie adulte, la testostérone jouera un rôle pour maintenir en continu la production de spermatozoïdes et pour maintenir le désir sexuel et l'accouplement. Chez l'homme, il n'y a pas de variation de la fonction testiculaire, c'est-à-dire de la production de testostérone au cours du temps. Mais chez certaines espèces, la production de cette hormone et donc des spermatozoïdes va être saisonnière. C'est le cas chez certains poissons, chez certains amphibiens, oiseaux, ou d'autres mammifères comme nous, ainsi que des reptiles. Quelle que soit la période à laquelle est produite la testostérone, qui n'est pas la même pour toutes les espèces, comme vous le constatez ici, les choses vont être synchronisées parce que les naissances des petits vont toujours se faire au printemps. Donc finalement, la testostérone va être produite à une période de l'année qu'on appellera la saison des amours, et si vous rajoutez à ça la durée de gestation, les naissances se feront nécessairement au printemps. C'est l'influence de facteurs extérieurs comme l'éclairement, la température, la nourriture, qui va jouer sur la production de cette hormone. Chez la femme, la production des hormones ne se fait pas en continu. De la même manière, la production des ovocytes ne se fait pas en continu. La femme possède ce qu'on appelle un cycle menstruel, c'est-à-dire un cycle dans lequel la manifestation du cycle est la présence de menstruation, c'est-à-dire les règles. En moyenne, le cycle de la femme dure 28 jours. Les menstruations débutent au jour 1,
l'ovulation aura lieu au jour 14, le jour 28 étant la fin du cycle. Du jour 1 au jour 14, on parle de phase folliculaire. C'est la phase où les œstrogènes sont produits en quantité plus importante et c'est une phase de préparation à l'ovulation. L'ovulation a lieu au jour 14. À la suite de l'ovulation, on a ce qu'on appelle la phase lutéale qui, elle, dure toujours 14 jours précisément, alors que la phase folliculaire peut durer parfois plus ou moins longtemps en fonction des femmes. Cette phase lutéale dure 14 jours, il y a production d'œstrogènes et de progestérone, et c'est une phase de préparation à l'implantation de l'embryon dans l'utérus. La période d'ovulation peut s'accompagner de douleurs abdominales qui vont être liées à l'ovulation elle-même, et elle peut s'accompagner, par les variations hormonales, d'une augmentation de la libido qui va favoriser la fécondation. La période de fertilité représentée en vert sur cette diapositive est de 3 ou 4 jours avant l'ovulation et de 24 heures après l'ovulation. Elle dépend de la durée de vie des spermatozoïdes, qui peuvent rester vivants 4 jours dans les voies génitales femelles, et de l'ovocyte qui, lui, ne vit que 24 heures. Donc 24 heures après l'ovulation, la femme n'est plus fertile. Alors, seule la femme présente un cycle menstruel, c'est-à-dire accompagné de menstruation, c'est-à-dire d'élimination de la couche interne de l'utérus par élimination externe. Les autres mammifères présentent ce qu'on appelle des cycles œstriens. Il n'y a pas de menstruation, l'endomètre est dégradé par le système immunitaire à l'intérieur sans qu'il y ait évacuation. Mais par contre, chaque cycle est accompagné d'une période d'œstrus, c'est-à-dire de chaleur qui correspond à la période d'ovulation et donc à la période de fertilité. C'est une manière pour la femelle de montrer à son partenaire potentiel qu'elle est fertile à ce moment et donc qu'elle est d'accord pour s'accoupler. Certains mammifères, comme la lapine ou la chamelle, ne présentent pas de cycle régulier. L'ovulation va être déclenchée par l'accouplement, ce qui rend particulièrement efficace la fécondation chez ces espèces. Les cycles peuvent être continus, c'est le cas de la femme, mais aussi d'autres mammifères, comme la vache, la truie ou les rongeurs, ou discontinus, comme chez la chienne, ou les espèces à reproduction saisonnière. Dans ces cas-là, de la même manière, la période de fertilité se situe dans l'année, de telle sorte que les petits naissent au printemps. La durée de la gestation et le nombre de petits par portée va varier aussi d'une espèce à l'autre. Alors, que se passe-t-il au cours du cycle menstruel? Si vous regardez la diapositive dans sa partie droite et en haut, vous voyez donc que les taux hormonaux sont tels que je vous les ai présentés dans la diapositive précédente, c'est-à-dire les taux hormonaux d'œstrogène augmentent progressivement jusqu'au jour 14. Au jour 14 se produit l'ovulation. À ce moment-là, le taux d'œstrogène baisse un peu, mais l'estrogène reste présente. Et la progestérone, qui n'était pas produite dans la première phase du cycle, se met à être produite. Au jour 28, les deux taux hormonaux s'écroulent. Différents paramètres, grâce à l'action de ces hormones, sont modifiés au cours du cycle. Si on mesure la température corporelle, en fait, elle est augmentée dans la deuxième partie du cycle à cause de la présence de progestérone, ce qui permet de différencier la première et la deuxième phase du cycle par une augmentation de 1 degré de la température corporelle. Cette méthode était utilisée il y a 2 générations comme méthode contraceptive, mais elle s'est avérée très peu efficace. Aujourd'hui, on utilise plutôt la méthode des températures pour identifier la période d'ovulation, pour permettre à certaines femmes de concevoir un enfant à la bonne période. Les œstrogènes vont jouer dans la première période, dans la phase folliculaire, un rôle important dans le développement de la muqueuse au niveau de l'utérus. Donc c'est la partie basse du schéma. Vous voyez, l'endomètre va se développer, des artères vont se développer, des glandes sécrétrices vont se développer, et l'épaisseur de l'endomètre, qui est la muqueuse qui va accueillir l'embryon, pendant cette phase folliculaire appelée en anglais phase proliférative, on voit que cette muqueuse va s'épaissir. Dans le même temps, l'élasticité du vagin va augmenter pour être maximum au moment de la date de l'ovulation, au jour 14. Et de la même manière, la glaire cervicale au niveau du col va devenir de plus en plus lâche. C'est ce que vous voyez sur les photos qui se trouvent à gauche de la diapositive.
vous avez une photo au moment de l'ovulation où l'on voit que la glaire cervicale est très lâche, ce qui permettra le passage des spermatozoïdes. À d'autres moments, le vagin est moins élastique et la glaire cervicale est plus épaisse pour protéger l'intérieur de l'utérus de toute infection. Au moment de l'ovulation, l'ovocyte va être libéré dans les trompes, il va être ou pas fécondé, et les cellules folliculaires qui l'entouraient vont donc se transformer, devenir du corps jaune qui va produire de la progestérone. Cette progestérone va avoir un effet qui va permettre la nidation de l'embryon dans l'endomètre. Et donc si vous regardez à nouveau en bas à droite de la diapositive, vous voyez que l'endomètre a atteint sa taille maximale au jour 14, mais il va ensuite démultiplier les vaisseaux sanguins, les glandes productrices qui vont produire de quoi nourrir l'embryon pendant les premières étapes de l'implantation. La glaire cervicale redevient pendant ce temps épaisse et le vagin moins élastique. Si on s'intéresse aux contractions du muscle utérin, elles vont être importantes au moment des menstruations, donc dans les 5 premiers jours du cycle, très faibles au moment de la première phase et nulles pendant la deuxième phase. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'embryon s'implante dans l'utérus, et pour qu'il s'implante, il ne faut pas qu'il y ait de mouvement, donc il faut que le myomètre ne bouge pas du tout, ne se contracte pas du tout. S'il n'y a pas eu fécondation et qu'il n'y a pas eu implantation de l'embryon, l'implantation devant se faire à peu près au jour 21, et bien au jour 28, les taux hormonaux vont chuter, ce qui va entraîner la dégradation de l'endomètre, donc l'évacuation de celle-ci par les menstruations. Les œstrogènes vont donc jouer différents rôles au cours de la vie de la femme. Ce sont les homologues féminins de la testostérone. Pendant la vie embryonnaire, ce sont les œstrogènes qui vont entraîner la différenciation des voies génitales femelles, donc le vagin, l'utérus, les trompes. Ce sont elles qui vont provoquer la multiplication des précurseurs des ovocytes et l'entrée de ces ovogonies dans la première phase de la méiose. À la puberté, les œstrogènes vont entraîner le développement des caractères sexuels primaires, croissance des organes sexuels, et le développement des caractères sexuels secondaires, la poussée des seins, la pilosité, le sébum. Elles ont aussi une action anabolisante, mais qui chez la femme ne se porte pas sur le muscle, mais sur l'os, sur la graisse, et va entraîner une modification de la forme du bassin qui permettra mieux le passage de la tête du fœtus. Elles possèdent aussi une action sur le cerveau, sur la libido et l'agressivité, donc responsable de cette fameuse crise d'adolescence. Pendant la vie adulte, à chaque cycle, les œstrogènes vont être produites pendant la première phase et vont donc être responsables de la reprise de la méiose et de la croissance du follicule au niveau de l'ovaire, du développement de l'endomètre et de l'activité du myomètre pendant la première phase. Ce sont les œstrogènes qui agissent sur le comportement sexuel donc et provoquent le désir. Elles ont un effet hypothermiant et facilitent la fixation du calcium. La progestérone, elle, n'a pas son équivalent chez l'homme car c'est l'hormone de la gestation. Pendant la vie adulte, elle va être produite dans la deuxième phase du cycle et va être responsable des sécrétions de l'endomètre et de la vascularisation pour nourrir l'embryon s'il s'implante. Elle va être responsable du silence du myomètre, c'est-à-dire de l'absence de mouvement, de contraction, du développement de la glande mammaire et a un effet hyperthermiant. Elle est produite en continu pendant la grossesse pour maintenir l'endomètre, c'est pour ça qu'il n'y a pas de règles pendant la grossesse, et elle va provoquer le développement de la glande mammaire pendant la grossesse. Elle possède également des effets sur le cerveau qui sont des effets de type euphorisant.
différenciation sexuelle s'opère au cours du développement embryonnaire. Lors des premières étapes du développement embryonnaire, des voies génitales aussi bien mâles que femelles se mettent en place et vous voyez ici, par exemple, les canaux de Wolff et les testicules qui sont présentes, mais également les ovaires et les voies génitales femelles. Et puis, chez le mâle, grâce à la présence de SRY porté par le chromosome Y, eh bien, vont être produites deux hormones, l'hormone anti-mullérienne qui va entraîner la dégradation des canaux de Muller, c'est-à-dire des précurseurs des voies génitales féminines, et puis la testostérone qui, elle, va activer le développement des voies génitales mâles. Et donc, dans les étapes plus postérieures du développement embryonnaire, au cours du développement du fœtus, de l'embryon d'abord, puis du fœtus, eh bien, nous allons voir apparaître les testicules développés avec les cellules de Sertoli et de Leydig, l'épididyme, tous les canaux des voies génitales mâles, le canal déférent, les vésicules, etc. Et puis, le pénis. En l'absence de ces deux hormones, eh bien, ce sont les voies mâles qui vont régresser et les voies femelles qui vont se développer. Et donc, nous aurons les ovaires avec les follicules, les trompes, les voies génitales femelles, l'oviducte, puis l'utérus et le vagin qui vont se développer. Voyons maintenant la différence entre le sexe et le genre. Nous avons expliqué la différenciation des voies génitales, et donc nous sommes partis du sexe chromosomique, la présence du chromosome Y qui permet la production de SRY qui va entraîner la différenciation des voies génitales mâles ou femelles si on a XX en chromosome et si SRY est donc absent. Et donc tout ça va entraîner la production de testostérone chez l'homme et d'œstrogène chez la femme. Au moment de l'adolescence, cela va avoir des répercussions sur le cerveau. Ça va avoir des répercussions de deux types, des répercussions sur le désir sexuel et puis sur le sentiment d'appartenance à un genre. Alors ce sentiment d'appartenance à un genre, bien évidemment, il est là depuis la naissance. Au moment de la naissance, on va dire, on va déclarer l'enfant garçon ou fille, il va être élevé de cette manière. Et il va se construire ainsi, mais petit à petit, au fur et à mesure de sa vie, il va lui-même se sentir homme ou femme, et on parle donc d'identité de genre, parce qu'à l'âge adulte, sous l'effet de phénomènes biologiques, mais également de l'environnement et de la socialisation, l'individu se sent homme ou femme, ou les deux d'ailleurs parfois, et puis il y a aussi l'attirance sexuelle pour un individu de sexe opposé ou pas, qui s'établit au fil du temps. Donc vous voyez que ce schéma-là en fait décrit ce qui se passe dans la plupart des cas, mais bien évidemment les choses ne sont pas aussi simples et il y a plein de croisements entre le sexe, les différents niveaux de sexe, chromosomique, gonadique, hormonal, et aussi dans l'identité de genre. Nous allons voir maintenant ce qui se passe lorsque les deux gamètes se rencontrent. Ce processus est appelé fécondation. La fécondation peut être interne, c'est-à-dire se produire dans les voies génitales des femelles, ce qui va impliquer nécessairement un accouplement entre le mâle et la femelle. Mais la fécondation peut aussi se faire à l'extérieur de l'organisme femelle, ce qui n'exclut pas pour autant l'accouplement. Le choix du partenaire va impliquer parfois une parade nuptiale, et les œufs produits vont être ensuite l'objet de soins parentaux. Alors, la fécondation est interne dans les milieux terrestres principalement, parce que les gamètes se déshydrateraient en milieu terrestre. Donc il y a forcément un accouplement entre le mâle et la femelle. Cet accouplement va, dans certains cas, suivre une parade sexuelle ou bien la production de phéromones. L'accouplement nécessite chez le mâle la présence d'un organe spécialisé, comme le pénis ou la nageoire pelvienne. Lorsque la fécondation est interne, le nombre d'œufs produits est en général relativement petit. Ce sont des œufs qui possèdent ou pas des réserves. La fécondation va être interne et va être suivie d'un développement qui lui peut être soit interne, soit externe.
Lorsque le développement est interne, on parle de viviparité. C'est le cas chez les mammifères ou les poissons cartilagineux. Dans ce cas, il y a la présence d'une structure qui relie la mère au petit, comme le placenta, et l'œuf ne possède pas de réserve. Lorsque l'œuf, après fécondation, est pondu et se développe à l'extérieur de l'organisme femelle, c'est ce qu'on appelle un développement externe, l'œuf doit contenir toutes les réserves nécessaires au développement embryonnaire jusqu'à la naissance ou jusqu'à l'éclosion. On parle alors d'oviparité, c'est ce que l'on trouve comme processus chez les oiseaux ou chez les reptiles. L'œuf est pondu et il est entouré par une coquille solide qui le protège de la déshydratation. Il possède une quantité de réserve importante. Alors dans certains cas, les œufs sont pondus mais pas dans le milieu extérieur. Donc les œufs restent à l'intérieur de l'organisme maternel, mais toutes les réserves figurent dans l'œuf car il n'y a pas de relation sanguine entre le fœtus et la mère. Certains poissons, certains reptiles et certains insectes font de l'ovoviviparité. Alors une petite remarque en passant, les mammifères portent ce nom-là parce que ce qui les regroupe, leur point commun, c'est le fait de posséder des mamelles et d'allaiter leurs petits. La plupart des mammifères sont vivipares et possèdent un placenta, à l'exception de l'ornithorynque, qui est un mammifère ovipare et donc qui pond des œufs. On trouve une fécondation externe, surtout dans les milieux aquatiques. Dans ce cas, la production des gamètes va être déclenchée par une parade nuptiale, voire un accouplement, par la présence de phéromones ou de facteurs environnementaux. Ces événements permettent de rapprocher dans l'espace le mâle et la femelle afin qu'ils libèrent leurs gamètes au même endroit pour favoriser la rencontre des gamètes mâles et des gamètes femelles et ainsi provoquer la fécondation. Donc vous voyez en bas de la page un accouplement de crapauds. Il y a accouplement, il n'y a pas pénétration puisqu'il n'y a pas d'organe érectile, mais cet accouplement déclenche chez le mâle et chez la femelle la production d'un très grand nombre de gamètes qui vont du coup, statistiquement, pouvoir se rencontrer plus facilement. Donc, pour que ces stratégies fonctionnent, il faut que le nombre d'œufs soit très important, parce que la rencontre des gamètes mâles et des gamètes femelles est moins facilitée que si ça se faisait à l'intérieur de l'organisme femelle. Et puis, naturellement, la survie de ces œufs est aussi plus précaire puisqu'ils peuvent être dégradés ou consommés par des prédateurs. Ce sont des œufs qui possèdent quelques réserves, qui sont généralement mous et gélatineux et ne sont pas soumis à la déshydratation puisqu'ils sont produits en milieu aqueux, en milieu aquatique. Ce sont en général des œufs qui vont se développer très rapidement pour que la stratégie fonctionne. C'est ce qui se passe chez les batraciens, chez les poissons osseux et chez de nombreux insectes. Certaines espèces vont prodiguer ce qu'on appelle des soins parentaux. Alors en général, les soins parentaux sont inversement proportionnels au nombre d'œufs. Plus la femelle produit d'œufs, moins elle s'en occupe et elle mise sur une survie d'une certaine proportion de ces œufs. Quand la femelle pond un nombre d'œufs moins important, eh bien, elle va essayer d'augmenter leur survie, la survie des petits, en leur prodiguant des soins. Donc ici, vous avez par exemple des grenouilles qui vont ensuite porter les œufs sur leur dos. Donc on a bien une fécondation et un développement externe, mais les animaux portent les petits sur leur dos pour augmenter leurs chances de survie. Chez les oiseaux, bien sûr, il va y avoir le fait de couver les œufs qui va les protéger, les maintenir à température et les protéger des prédateurs. Et vous voyez ici en bas à droite l'exemple d'une punaise d'eau géante dans laquelle c'est le mâle qui porte les œufs sur son dos pour les protéger. Alors concernant le choix du partenaire sexuel, dans la nature il existe diverses stratégies. La première stratégie c'est la parade nuptiale, c'est-à-dire que c'est le mâle qui montre des qualités, qui essaye de montrer des qualités, et la femelle qui va choisir. Soit le plus beau, dans le cas des oiseaux,
Alors le plus beau, c'est quelque chose de subjectif, mais en fait un oiseau qui a des couleurs éclatantes, c'est en fait qu'il ne possède pas de parasites dans ses plumes, qu'il est en bonne santé. Donc c'est un signe de bonne santé, de bon système immunitaire qui montre à la femelle qu'en fait il va transmettre un bon patrimoine génétique à sa descendance. Parfois, il va simplement aussi faire une démonstration de force devant la femelle, ce qui va suggérer qu'il est vigoureux et donc de la même manière qu'il a un bon patrimoine génétique à transmettre à la femelle. Cela va permettre bien évidemment d'augmenter la survie des descendants. Dans d'autres cas, la femelle ne choisit pas. Il y a une organisation sociale de l'espèce qui fait que les mâles vont par exemple se battre entre eux, donc c'est le cas des cerfs, des lions, et le plus fort va gagner le droit de féconder les femelles du groupe. Certaines stratégies sont assez intéressantes et assez différentes. Dans le cas de la mouche scorpion, la femelle va par exemple accepter de s'accoupler avec le mâle qui va lui présenter la plus grande proie. Donc c'est le mâle qui apporte le dîner qui peut s'accoupler avec elle. Nous allons nous intéresser maintenant au mécanisme de l'érection. L'érection se produit suite à l'activation par des stimuli mécaniques, visuels ou psychiques du système nerveux parasympathique qui est représenté ici par un petit nerf en bleu sur la droite du schéma. Ce système nerveux parasympathique va activer la vasodilatation des artères profondes qui se trouvent au centre du pénis. Ces artères, en se dilatant, vont entraîner l'écrasement des veines qui, elles, se trouvent à la périphérie, qui sont représentées ici par des petits tuyaux, des petits canaux bleus. Donc en écrasant les veines, le sang va davantage affluer et ne va plus pouvoir repartir. Et donc il va s'accumuler dans des structures qui s'appellent les corps spongieux et caverneux que nous avions décrits précédemment. Les corps spongieux et caverneux sont situés principalement dans la partie supérieure du pénis et donc en grossissant vont provoquer l'érection, c'est-à-dire le redressement de la verge. Pendant l'acte sexuel, nous allons également observer ce qu'on appelle l'émission, c'est-à-dire la contraction de la prostate et des vésicules séminales, qui va être suivie ensuite de l'éjaculation, c'est-à-dire de la contraction de l'urètre, des testicules et des canaux déférents. Pendant ce temps, les sphincters rectaux et urétérales restent fermés. Le sperme est ensuite donc déversé dans les voies génitales femelles. Donc nous allons regarder maintenant le trajet des gamètes dans les voies génitales de la femme, et donc vous pouvez regarder cette animation dans le lien figure sur la diapositive. Donc après l'éjaculation, les spermatozoïdes sont déversés dans le vagin, devant le col. 200 à 300 millions de spermatozoïdes vont être déversés à cet endroit. Les spermatozoïdes vont être majoritairement retenus dans le vagin et filtrés par le col, et seuls quelques centaines de spermatozoïdes vont parvenir jusqu'à la trompe. Alors certains en plus partent du mauvais côté puisqu'il n'y a qu'un ovaire sur les deux qui libère un ovocyte à chaque cycle. Cet ovule donc a été libéré au niveau de la trompe et attend dans une petite excroissance de la trompe qui se trouve à quelques centimètres de l'ovaire. Il attend là, il se trouve donc bloqué sous le stade ovocyte 2, donc en deuxième phase de méiose. C'est donc dans la trompe que va se réaliser la fécondation entre l'ovocyte 2 et le spermatozoïde. Nous allons nous intéresser maintenant au développement de l'œuf fécondé, mais nous n'étudierons que le cas des vivipares et le cas particulier de l'espèce humaine. Alors, on appelle embryon l'individu du stade œuf fécondé jusqu'à la mise en place de tous les organes. Donc chez l'homme, c'est autour de 3 mois. On appellera ensuite fœtus l'individu dont tous les organes sont formés et qui va subir des étapes de croissance et de maturation, donc de 3 jusqu'à 9 mois chez l'homme. Donc nous avons vu que la fécondation se fait autour de l'ovulation, autour du jour 14, dans les trompes. L'embryon va mettre 7 jours à descendre de la trompe jusqu'à l'utérus où il va tenter de s'implanter, à peu près donc au jour 21 du cycle. Lorsqu'il s'implante, il s'appelle un blastocyste. Un blastocyste, c'est donc une cellule œuf qui a déjà subi plusieurs divisions. Vous voyez ici, ça ressemble à une petite mûre percée d'une cavité.
Donc c'est au jour 7 que ce blastocyste va s'implanter dans la muqueuse utérine, et au moment où il s'implante, il va produire une hormone qui s'appelle l'HCG. Cet HCG va aller stimuler le corps jaune au niveau de l'ovaire pour l'informer de l'implantation, et ça va déclencher le maintien de la production de progestérone. Donc si vous regardez à droite de la diapositive le cycle normal d'une femme, c'est ce que nous avons étudié tout à l'heure, vous voyez qu'au jour 28, le taux d'œstrogène et de progestérone chute, ce qui va déclencher les règles. Eh bien, dans la figure qui se trouve juste avant, la femme a été fécondée au cours de ce cycle-là, et vous voyez qu'au jour 28, les taux de progestérone et d'œstrogène ne chutent pas, ce qui est dû à l'HCG qui a stimulé le corps jaune, qui continue à produire les hormones, et la présence de ces hormones ne va pas déclencher les menstruations, l'endomètre ne va pas être éliminé, et l'œuf va pouvoir continuer à grossir et à s'implanter. C'est cette hormone, l'HCG, qui est détectée par les tests de grossesse. Alors, le développement embryonnaire chez l'humain, comme nous l'avons dit, dure à peu près 3 mois. Le premier organe qui est formé, c'est le système nerveux. À 3 semaines, on a déjà un axe tête-queue, puisqu'il y a une queue dans les toutes premières étapes du développement, et un système nerveux, une ébauche de système nerveux au niveau de la tête et le long de l'axe. À 4 semaines, le cœur est formé, il bat, certains vaisseaux sanguins commencent à se former, et puis à 6 semaines, on voit vraiment apparition d'une structure qui ressemble à la tête et les bourgeons des membres. Vous voyez qu'à 6 semaines, il y a encore une petite ébauche de queue qui va ensuite régresser. Le visage va se façonner, les membres vont se former progressivement, et à 12 semaines, l'embryon possède une ébauche de chaque organe qu'il possédera à sa naissance. Le développement embryonnaire est donc terminé. Les 6 mois restants vont donc consister principalement à un développement en taille et en masse et à l'acquisition de certaines fonctions. Donc à 3 mois, tous les organes sont en place, le sexe est reconnaissable. On voit des mouvements respiratoires, bien que le fœtus ne respire pas, mais sa cage thoracique peut bouger. Les muscles s'entraînent en quelque sorte. L'appareil circulatoire est achevé à 4 mois, ainsi que le squelette, la fonction rénale et intestinale. La fonction intestinale, bien évidemment, ne fonctionnera que tardivement, comme préparation à la vie à l'extérieur du corps de la mère. À 5 mois, la maturation nerveuse et l'augmentation de la taille de l'enfant permet à la mère de sentir bouger l'enfant. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne bougeait pas avant, bien sûr il bougeait, mais il était de taille trop petite et souvent la mère ne percevait pas ces mouvements. La moelle osseuse produit les cellules sanguines à 5 mois. À 6 mois, les premiers réflexes peuvent être observés. Réflexes de déglutition, réflexes de succion. On peut voir à l'échographie le fœtus sucer son pouce. On considère aujourd'hui qu'autour de 6 mois, le fœtus est viable, mais la viabilité dépend surtout des technologies médicales qui permettent ou pas de pallier à ce qui n'aurait pas été fait. Donc évidemment, cette viabilité dépend de l'environnement médical dans lequel on se trouve, et donc de l'endroit de la planète où l'on se trouve. À partir de 7 mois, les sensations vont se préciser, le fœtus va ouvrir ses yeux, entendre des sons, bouger de plus en plus. À 7 mois, chez les garçons, les testicules descendent dans les bourses, donc ils doivent bien être à l'extérieur du corps, dans les bourses, à la naissance. On observe une maturation nerveuse et pulmonaire qui est due à la production de certaines hormones, comme les glucocorticoïdes, qui vont permettre aux poumons d'être opérationnels dès la naissance. Et les derniers mois sont vraiment des périodes de croissance et de développement des os, de la graisse et de la masse musculaire. À 9 mois, le fœtus est à son terme, donc l'accouchement est imminent. En moyenne, un fœtus humain mesure 50 cm et pèse 3,3 kg. Au cours du développement, chez les vivipares, on voit apparaître différentes annexes embryonnaires. Vous avez une poche qui entoure le fœtus, qui s'appelle l'amnios, et qui contient du liquide amniotique qui va protéger le fœtus contre les chocs et contre la déshydratation. Le placenta, lui, sera responsable des échanges nutritionnels et respiratoires entre la mère et le bébé. Le placenta possède également un rôle dans des échanges d'hormones
ou des échanges d'anticorps entre la mère et le bébé. Les nutriments vont être échangés, les nutriments et les gaz, à travers la paroi des vaisseaux, sans que les deux sangs ne se mélangent jamais. Donc vous voyez, ici vous avez la face fœtale et la face maternelle du placenta, qui sont deux disques, qui vont venir en contact l'un avec l'autre, chaque disque étant extrêmement irrigué, et par diffusion, les nutriments et les gaz vont passer de l'un à l'autre, sans jamais que les sangs soient échangés. Alors, quelques informations complémentaires, notamment sur les jumeaux. Tout le monde a dans son environnement des jumeaux, et donc on parle souvent de vrais et de faux jumeaux. Alors, ceux qu'on appelle les vrais jumeaux sont les jumeaux qu'on appelle monozygotes. Monozygotes, c'est-à-dire issus du même œuf. Un même œuf qui en fait s'est divisé en deux, plus ou moins tôt, plus ou moins tard. Donc le patrimoine génétique de ces individus est le même, rigoureusement le même, mais ils ont eu une vie utérine plus ou moins fusionnelle. Vous voyez que parfois on peut avoir certes deux individus qui sont issus du même œuf, mais qui ont grandi dans deux poches amniotiques séparées et raccrochées à deux placentas différents. Ou alors on a deux poches amniotiques différentes mais un seul placenta, ou alors une fusion totale avec un seul sac amniotique et un seul placenta pour les deux bébés. Dans le cas de ce qu'on appelle les faux jumeaux, ce sont en fait des jumeaux qu'on appelle dizygotes, c'est-à-dire issus de deux œufs différents. Leur patrimoine génétique est aussi différent que le patrimoine génétique de deux frères et sœurs nés à des moments différents. Ils vont donc s'implanter à deux endroits différents de la paroi utérine et grandir dans deux poches amniotiques et grâce à deux placentas différents. Le placenta n'est pas spécifique des mammifères, d'une part parce que certains poissons comme le requin bleu possèdent également un placenta, et d'autre part parce que tous les mammifères ne possèdent pas de placenta. Les marsupiaux par exemple donnent naissance à un petit avant le terme, donc un petit très prématuré, qui ensuite va naître, s'agripper au poil, rejoindre la poche ventrale de la mère, où il terminera son développement en s'alimentant directement à la mamelle. Donc il est trop faible pour téter, il reste fixé à la mamelle et c'est la mère qui va injecter le lait sous pression dans la bouche du petit. Et donc ce petit n'a pas été relié à la mère par le placenta, mais il va finir son développement embryonnaire, son développement fœtal, dans la poche. C'est pour ça que petit à petit, plus il grandit, plus il va pouvoir sortir de la poche, puis y revenir jusqu'à ce qu'il ait atteint une taille suffisante. Donc à l'issue des 9 mois, on va assister chez la femme à ce qu'on appelle l'accouchement, ou plus généralement le terme utilisé c'est la parturition. Qu'est-ce qui va déclencher l'accouchement? Eh bien c'est le vieillissement du placenta qui va se mettre à produire de moins en moins de progestérone. Et souvenez-vous, la progestérone c'est cette hormone qui arrête les contractions du myomètre. Donc moins il y a de progestérone, plus l'activité du muscle de l'utérus va reprendre. Et donc ça va être amplifié par la production de cortisol par le fœtus, par la production également d'ocytocine, d'œstrogène et de prostaglandine par le corps de la mère. Et donc toutes ces hormones, la baisse de la progestérone et la production des autres hormones, vont déclencher les contractions du myomètre. Les contractions du myomètre vont déclencher la contraction du col de l'utérus qui petit à petit va s'effacer, c'est-à-dire va laisser place à un trou qui va permettre le passage du bébé. Donc le col, lorsqu'il est dilaté à 10 cm, eh bien, la tête du bébé va pouvoir passer et à ce moment-là, le travail va pouvoir commencer. Donc le bébé va d'abord engager sa tête, le bébé va se retourner dans la dernière partie de la grossesse et se mettre la tête dans le bas vers le bas, donc vers le col. Donc au moment du travail, au moment des contractions de l'utérus, il va pouvoir engager sa tête dans le col. La tête va ensuite tourner pour laisser passer les épaules. Et puis une fois que ça s'est fait, c'était vraiment le passage le plus dur, donc le reste du corps du bébé va suivre. Et donc là, on ne le voit pas sur ce schéma, mais le passage difficile n'est pas les parties molles, c'est vraiment le passage dans le bassin, l'engagement dans la partie osseuse du bassin de la mère qui pose éventuellement des difficultés. Donc le bébé va être expulsé et puis il faudra ensuite
que le placenta soit expulsé lui aussi, c'est ce qu'on appelle la délivrance. Et donc cette étape est relativement critique puisqu'il faut éviter tout risque d'hémorragie alors que cette structure est extrêmement vascularisée. Donc au moment de l'accouchement, les sages-femmes, les médecins vérifient, comptent les disques du placenta pour vérifier qu'ils ont récupéré la totalité du placenta. Lorsque le bébé est né, le travail n'est pas terminé, il faut que celui-ci s'adapte à son nouveau mode de vie qui est un mode de vie aérien. Et donc, il va d'abord devoir pouvoir respirer. Donc ouvrir ses poumons, c'est pour ça qu'on vérifie que le bébé crie, parce qu'au moment où il crie, ses poumons vont s'ouvrir et permettre à l'air de rentrer. Il faut également que les adaptations circulatoires soient mises en place. En effet, tant que les poumons n'étaient pas fonctionnels, le circuit sanguin qui passait par les poumons n'était pas fonctionnel. Donc il faut faire disparaître les circuits fœtaux et mettre en place le circuit, la circulation sanguine pulmonaire. Son appareil digestif ne fonctionnait pas non plus puisqu'il était alimenté par le biais du sang maternel. Donc il faut que le réflexe de succion se mette en place, que la motricité digestive se mette en place. Dans les premières heures, les premiers jours, ce qui va être éliminé, c'est en fait le liquide amniotique qu'il avait avalé par réflexe dans les derniers jours pour se préparer à la naissance, qui va être éliminé sous une forme qu'on appelle le méconium. Et le bébé va également devoir adapter sa température, c'est-à-dire être capable de réguler sa température et de la maintenir à 37, alors que dans le corps de la maman, il n'avait pas besoin de faire cela. Pour ces raisons, les premières heures, les premiers jours qui suivent la naissance sont des périodes, des étapes qui sont très contrôlées, très surveillées, car toutes ces étapes sont très complexes et très fatigantes pour le nouveau-né. Nous allons nous intéresser maintenant à l'allaitement qui est spécifique des mammifères possédant des mamelles. Au cours de la gestation, nous avons vu que la progestérone avait favorisé le développement de la glande mammaire, et donc le stockage de graisse qui va permettre de servir de source d'énergie pour la fabrication du lait. Après la naissance, la lactation va être permise par deux hormones. D'une part, la prolactine, qui va stimuler les structures qui se trouvent dans la glande mammaire et qu'on appelle les acinis mammaires pour qu'elles fabriquent du lait, fabriquent les protéines, les lipides, l'eau, les sels minéraux qui constituent le lait. Et puis, une deuxième hormone appelée ocytocine sera produite et déclenchera, suite à la succion du mamelon ou à des stimuli externes comme les pleurs, va déclencher l'éjection du lait. Donc la contraction de petits muscles qui entourent les acinis mammaires et qui vont permettre l'éjection du lait dans des canaux. Ces deux hormones sont produites par l'hypophyse. Le cours est terminé. En complément de ce cours, vous pouvez vous intéresser aux aspects hygiène et santé, c'est-à-dire aux procréations médicalement assistées, tous les traitements qui permettent l'assistance à la procréation, ou à la contraception-contragestion. Vous trouverez sur le e-campus des documents permettant de recueillir des informations sur ces sujets.